22 ans, j'ai élevé 3 enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, et il a fallu une seule lettre pour que tous les 3 me disent que je ne faisais plus partie de leur vie. Je m'appelle Isabelle Laurent. J'ai 52 ans et jusqu'à il y a 6 mois, je dirigeais une agence d'événementiel à Lyon que j'avais bâtie à partir de rien, une simple table pliante et un ordinateur portable dans ma salle à manger à l'époque où Thomas avait 4 ans, Léa 3 ans, et Hugo commençait à peine à marcher. Leur mère, Virginie Morel, est partie quand Hugo avait 11 mois. Elle n'a pas laissé de mots. Elle a laissé un sac de sport manquant dans le placard et un mari qui n'a pas décroché un mot pendant 3 jours. J'ai rencontré Marc 1 an plus tard. J'avais 29 ans, je m'occupais des fleurs pour un mariage où il travaillait comme agent de sécurité, et il avait 3 enfants à la maison et l'expression d'un homme qui se noie en silence. Je n'avais pas prévu de devenir la mère de qui que ce soit. C'est simplement arrivé, de la manière dont les choses arrivent quand on se présente suffisamment de fois d'affilée pour préparer les paniers repas, veiller pendant les fièvres. Apprendre que Léa détestait quand ses œufs touchaient ses tartines et que Thomas avait besoin de la lumière allumée jusqu'à ses 9 ans. Hugo m'a appelé maman avant même de demander où était passée sa vraie mère. Nous nous sommes mariés quand Hugo a eu 3 ans. Je ne les ai jamais adoptés légalement. Marc disait toujours que ce n'était pas nécessaire, que j'étais déjà leur mère de toutes les manières qui comptaient vraiment. Je l'ai cru. C'est la première chose que je veux que vous compreniez, car cela a une importance cruciale par la suite. Mon entreprise, Laurent Événements Prestige, s'est développée lentement puis très vite. Au moment où Thomas est entré à l'université, j'avais une équipe de 11 personnes et des contrats avec 2 grandes chaînes hôtelières du centre-ville. L'année dernière, un groupe hôtelier de luxe basé à Paris a fait une offre pour me racheter, une acquisition totale. Mon nom disparaissait de l'enseigne, mais mon compte bancaire changeait à jamais. 3,8 millions d'euros après impôts et frais de rachat. J'ai signé les papiers en mars à une table de conférence avec mon avocate, maître Delphine Roche, assise à mes côtés tout le temps, me disant de lire chaque ligne 2 fois. Je me souviens être rentrée chez moi ce jour-là en pensant que j'avais enfin construit quelque chose que personne ne pourrait me prendre. Virginie est réapparue 6 semaines plus tard. Je ne sais pas comment elle a appris la vente, peut-être via les réseaux sociaux, peut-être que l'un des enfants lui a dit puisque, d'une manière ou d'une autre, au fil des ans, elle avait retrouvé le chemin de leur vie par petites touches. Un message pour un anniversaire par-ci, une carte de Noël par-là. Mais elle s'est présentée à l'appartement de Thomas dans une voiture qui semblait trop neuve pour une femme qui n'avait pas payé un centime de pension alimentaire en 22 ans, portant un manteau de marque dont les étiquettes étaient encore mal découpées. Et elle a pleuré devant lui à cause de tout ce temps qu'elle avait perdu. Thomas m'a appelé ce soir-là et je pouvais l'entendre dans sa voix, cette douceur. Elle veut nous voir, Isabelle. Elle veut arranger les choses. J'ai dit d'accord, et je le pensais vraiment. Je n'ai jamais été le genre de femme à s'interposer entre des enfants adultes et leur mère biologique, même une mère qui était partie. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point arranger les choses s'est transformé rapidement en autre chose. Léa a d'abord cessé de répondre à mes appels. Puis Hugo, à qui je parlais chaque dimanche depuis qu'il était parti faire son service dans l'armée de terre, est resté silencieux pendant 2 semaines entières. Quand il a fini par rappeler, il m'a posé une question qui m'a littéralement coupé le souffle. Isabelle, est-ce que tu nous as un jour vraiment adoptés, légalement je veux dire? Je lui ai dit non, de la même manière que je le lui avais dit auparavant, de la manière dont cela n'avait jamais eu d'importance avant. Il est redevenu silencieux et a dit qu'il devait raccrocher. 3 semaines après cela, une lettre est arrivée à la maison. Pas un SMS, pas un appel téléphonique, une véritable lettre dactylographiée déposée dans ma boîte aux lettres entre une facture d'eau et un magazine. Leurs 3 noms étaient signés en bas à l'encre. Thomas, Léa, Hugo. La lettre disait qu'ils avaient décidé en famille qu'il était temps pour moi de prendre du recul par rapport à leur vie, qu'ils avaient besoin d'espace pour reconstruire leur relation avec leur vraie mère. Qu'ils appréciaient ce que j'avais fait pour eux en grandissant, mais que les choses avaient changé et qu'ils pensaient qu'il était préférable que je respecte leurs décisions. Vraie mère, 2 mots et 22 ans de panier repas, de spectacles scolaires et de m'insérer aux urgences quand Hugo s'était cassé le bras à 8 ans, le tout plié assez petit pour tenir dans une enveloppe. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai lu 4 fois avant que Marc ne rentre.
Quand il est entré et qu'il a vu mon visage, puis la lettre sur la table, il ne l'a pas ramassée tout de suite. Il est resté là, debout. Et c'est là que j'ai remarqué, vraiment remarqué, qu'il n'était pas surpris. Tu savais, j'ai dit. Il n'a pas nié. Il a dit que Virginie parlait aux enfants depuis des mois, qu'elle avait changé, qu'elle était sobre maintenant, qu'elle avait un emploi stable et qu'elle méritait une chance de faire partie de leur vie sans que je sois au milieu. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, moi étant au milieu, dans ma propre maison avec mes propres enfants. Il n'a pas répondu à cette partie. 2 semaines plus tard, je suis rentrée d'un déjeuner avec Delphine pour trouver une enveloppe Kraft sur le comptoir avec mon nom dessus. Des papiers de divorce, déposés par Marc via un avocat dont je n'avais jamais entendu parler, citant des différences irréconciliables après 23 ans de mariage. Pas de mots, pas de conversation. Juste des papiers, de la même manière que Virginie était partie 22 ans auparavant, sauf que cette fois, ce n'était pas elle qui franchissait la porte. J'ai appelé Delphine ce soir-là, mes mains tremblant trop pour tenir le téléphone correctement lors des 2 premières tentatives. Elle m'a posé une question avant toute chose. Isabelle, quand tu as signé les papiers pour la vente de l'entreprise, quel nom figurait sur l'accord de l'acheteur? Juste le tien ou vos 2 noms? Je suis restée assise là, dans ma cuisine, dans la maison où je vivais depuis 20 ans, et j'ai réalisé que je ne m'en souvenais honnêtement pas. Et quelque part dans ce silence, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une famille qui s'effondrait. Quelqu'un planifiait cela depuis bien plus de 6 semaines. Delphine est venue chez moi le lendemain matin avec un dossier au lieu de son simple téléphone, ce qui m'a indiqué, avant même qu'elle ne dise un mot, que c'était pire que ce que je m'étais autorisée à penser. J'ai récupéré les documents de clôture de la vente, a-t-elle dit, en s'asseyant en face de moi à la même table de cuisine où j'avais lu cette lettre 4 fois. Ton nom uniquement, Isabelle. Propriétaire unique, vendeuse unique. Le nom de Marc n'est ni sur l'accord d'achat, ni sur le compte séquestre, ni sur le transfert de propriété. Cette partie-là est propre. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas avoir retenu, mais Delphine n'avait pas l'air soulagée, et cela a fait retomber mon estomac instantanément. Le problème n'est pas la vente en elle-même, a-t-elle ajouté. C'est la convention de séparation de biens que tu as signée en 2011. Je m'en souvenais à peine. Marc m'avait demandé de la signer pendant une période difficile, à l'époque où l'entreprise était encore petite, valant peut-être 60 ou 70 000 € tout au plus. Elle stipulait, dans un langage auquel je n'avais pas repensé depuis plus d'une décennie, que toute entreprise que je possédais et exploitais resterait ma propriété propre en cas de divorce. À l'époque, cela ressemblait à une protection. Maintenant, Delphine me disait que c'était peut-être la chose même qui faisait de moi une cible. Une séparation de biens protège l'actif contre le partage, a-t-elle expliqué. Mais cela n'empêche pas un mari de décider qu'il en veut une part quand même, par d'autres moyens. Isabelle, j'ai besoin que tu réfléchisses. L'année dernière, Marc t'a-t-il déjà demandé de l'ajouter à des comptes, de signer quoi que ce soit, de contracter des emprunts au nom de l'entreprise? Et là, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais complètement oublié. 6 mois avant la conclusion de la vente, Marc m'avait demandé de signer des documents faisant de lui un conseiller consultant pour Laurent Événement Prestige. Pour des raisons fiscales, avait-il dit. J'avais signé sans lire attentivement parce que je lui faisais confiance, parce que 23 ans de mariage ne vous poussent généralement pas à lire les petites lignes concernant votre propre mari. Le visage de Delphine m'a tout dit avant même qu'elle ne l'explique. Ces papiers, aussi minimes soient-ils, lui donnaient une relation financière documentée avec l'entreprise, pas la propriété, mais assez, disait-elle, pour qu'un bon avocat puisse arguer qu'on lui devait quelque chose pour ses contributions pendant le mariage. Surtout s'il pouvait montrer que l'entreprise avait connu une croissance significative pendant les années où il conseillait. C'est pour cela qu'il a attendu la fin de la vente pour demander le divorce, a-t-elle dit doucement. S'il l'avait fait avant, il n'y avait encore rien à se disputer. Je suis restée avec cette pensée un long moment. 23 ans, et quelque part là-dedans, mon propre mari avait préparé le terrain. Cette même semaine, Léa m'a appelé, non pas pour s'excuser mais pour me demander avec précaution, presque comme si elle lisait un script, si je serais prête à régler les choses rapidement pour que tout le monde puisse aller de l'avant.
Je lui ai demandé carrément si Virginie l'avait poussée à appeler. Elle a marqué un silence, puis a admis que c'était Virginie qui l'avait suggéré, disant que ce serait plus facile pour tout le monde, que les enfants méritaient quelque chose pour les années passées sans une véritable relation avec leur mère. Ce mot encore, véritable. J'ai raccroché et j'ai appelé la seule personne à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, ma cousine Céline, qui travaille dans l'audit financier dans un cabinet à Grenoble. Je lui ai demandé, officieusement, de faire des recherches sur Virginie Morel. Uniquement des registres publics, rien d'illégal, juste ce que n'importe qui peut trouver s'il sait où chercher. Ce que Céline a trouvé 2 semaines plus tard a tout changé. Virginie n'était ni sobre ni stable comme elle l'avait raconté aux enfants. Elle avait déposé un dossier de surendettement 18 mois avant de se présenter à la porte de Thomas. L'emploi stable dont elle parlait était un poste à temps partiel dans un centre d'appel dont elle avait été licenciée 4 mois plus tôt. La voiture neuve n'était pas payée, elle était en location longue durée, co-signée par un certain Curtis Boyd. Curtis Boyd s'est avéré être le clerc de l'avocat spécialisé en divorce de Mark. J'ai fixé ce nom sur le rapport de Céline pendant un long moment avant que tout ne s'imbrique. Le bureau du nouvel avocat de Mark avait un lien personnel direct avec Virginie via un homme qui avait co-signé sa location de voiture. Ce n'était pas une coïncidence que je pouvais ignorer. J'ai tout apporté à Delphine. Elle est devenue silencieuse en lisant, puis a dit les mots que j'avais besoin d'entendre. Ce n'est pas une femme qui est revenue pour ses enfants, Isabelle. C'est une femme qui est revenue parce que quelqu'un lui a dit qu'il y avait de l'argent sur la table et qu'elle avait besoin d'un moyen d'y accéder. Nous n'avions pas encore de preuves que Mark et Virginie avaient planifié cela ensemble dès le départ. Ce que nous avions, c'était un schéma, un timing, un désespoir financier, un contact partagé, assez pour que Delphine construise une stratégie, mais pas assez pour le donner aux enfants et espérer qu'ils me croient plutôt que leur propre mère. Alors, je ne suis pas allée voir les enfants, pas encore. À la place, Delphine et moi avons construit quelque chose de plus discret. Elle a déposé une requête demandant la divulgation financière complète de Mark dans le cadre du divorce, relevé bancaire, correspondance, tout ce qui concernait son rôle de consultant chez Laurent Événement Prestige. En vertu de la loi française, une fois que cette requête est validée, il est tenu de remettre les documents, qu'il le veuille ou non. 3 semaines après le début de l'attente de cette divulgation, j'ai reçu un email qui m'a été transféré par accident. Un vieux dossier cloud partagé datant de plusieurs années auquel Mark n'avait jamais supprimé mon accès, utilisé pour les documents fiscaux pendant le mariage. À l'intérieur, daté de 4 mois avant même la clôture de la vente, se trouvait un fil de discussion entre Mark et Virginie. J'ai lu la première ligne et j'ai dû m'asseoir. Une fois que c'est vendu, nous avons juste besoin que les enfants soient de notre côté. Isabelle a tout construit, mais la loi n'est pas aussi simple qu'elle le pense quand le mariage et les affaires se mélangent. Nous devons agir vite avant qu'elle ne prenne un avocat à plein temps pour tout examiner. 4 mois. Il avait planifié cela avec elle pendant 4 mois avant que cette lettre n'apparaisse dans ma boîte aux lettres. Je me suis assise dans ma cuisine, tenant mon téléphone à 2 mains, tremblante, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je n'étais plus triste. J'étais quelque chose de plus froid et de plus déterminé que cela. J'ai transféré tout le fil de discussion à Delphine sans écrire un seul mot, et je suis restée là à fixer mon dossier d'éléments envoyés, pensant à 22 ans d'anniversaire, de bras cassés et de veilleuses laissées allumées. Et à la facilité avec laquelle 2 personnes avaient décidé que tout cela n'était qu'un chiffre à diviser. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. Le SMS de Delphine contenait 4 mots. Isabelle, appelle-moi maintenant. Delphine a décroché avant même la fin de la première sonnerie. Relis-moi chaque mot de ce fil de discussion, a-t-elle dit, doucement. Je l'ai fait. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit la chose la plus calme que l'on m'ait dite depuis des semaines. Cela change toute la posture de ce dossier, Isabelle. Ne lui réponds pas. Ne réponds pas à Virginie. Ne réponds pas aux enfants. Envoie-moi tout et laisse-moi travailler. Les 6 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie et aussi les plus calmes, car pour une fois, je ne me battais pas seule dans le noir. Delphine a utilisé le fil de discussion comme motif pour étendre la demande de divulgation financière et cette fois,
Marc ne pouvait plus traîner les pieds. Une fois que le juge ordonne la production de pièces, l'ignorer entraîne de réelles conséquences. Le bureau de son avocat avait 30 jours pour s'exécuter. Quand les dossiers sont revenus, ils ont tout confirmé. L'accord de consultation n'avait jamais donné lieu à une seule heure de travail réel. Pas de réunion, pas de facture, rien. Juste une signature posée là dans un seul but, datée de 6 mois avant la vente. J'étais là le jour où Delphine a plaidé la requête devant le juge. Ce n'était pas obligatoire, mais j'y suis allée quand même. Marc était assis de l'autre côté de la salle dans un costume gris que je ne reconnaissais pas et quand le juge a lu l'accord de consultation à haute voix et a demandé à son avocat de produire un seul travail lié à celui-ci, personne n'a eu de réponse. Le silence dans cette salle en disait plus que n'importe quel dialogue. Il m'a rattrapé dans le couloir après. « Tu n'étais pas obligé de rendre ça aussi moche », a-t-il dit. Je l'ai regardé une seconde avant de répondre. « Je n'ai pas rendu ça moche, Marc. Toi et Virginie l'avez rendu moche 4 mois avant que je n'en sache quoi que ce soit. J'ai juste arrêté de prétendre le contraire. » Il a commencé à s'éloigner et je l'ai laissé faire 3 pas avant de dire la chose que je retenais depuis des mois. « Dis-le, juste une fois. Dis-moi que tu as planifié cela avec elle avant que tout n'arrive. » Il s'est arrêté. Il ne s'est pas retourné tout de suite. Quand il l'a finalement fait, ses yeux étaient rouges d'une manière que je n'avais pas vue depuis l'enterrement de sa propre mère. « J'ai paniqué », a-t-il dit. J'ai vu ce chiffre lors de la vente et j'ai paniqué et Virginie a fait en sorte que ça ait l'air simple. Rapprocher les enfants d'elle. Obtenir une sorte de droit sur l'entreprise avant que tu n'aies le temps de la protéger. Je me suis dit que ça ne te faisait pas vraiment de mal. Je savais que c'était un mensonge tout le temps que je me le racontais. 23 ans, Marc. Je sais. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne pense pas que je me pardonnerai moi-même non plus. J'avais juste besoin que tu m'entendes dire que c'était mal, parce que tu mérites de l'entendre de ma bouche au lieu de le lire dans un dossier de tribunal. Je n'ai rien répondu. Il ne restait plus rien à dire qui aurait changé ce qu'il avait fait ou ce que cela avait coûté. Je suis simplement passé devant lui, je suis sorti du palais de justice, je suis allé sur un parking baigné de la lumière de l'après-midi, et je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'il me regardait partir. Le juge a tranché 2 semaines plus tard. La séparation de biens protégeait déjà Laurent événement prestige en tant que bien propre, et la preuve documentée que le rôle de consultant était fabriqué a fait que la demande de Marc n'a pas survécu à l'audience. L'entreprise et tout ce qui provenait de la vente sont restés à moi. Le fil de discussion a fait autre chose aussi. Une fois qu'il a été versé au dossier du tribunal, les 2 avocats y ont eu accès, ce qui signifiait que l'avocat de Marc avait maintenant la preuve que son client s'était coordonné avec une tierce partie pour fabriquer une fausse demande. Son avocat s'est retiré 2 semaines plus tard. Je n'ai jamais su ce qui s'était dit dans ce bureau. Je n'en avais pas besoin. Curtis Boyd a quitté le cabinet vers la même période. Je n'avais toujours pas parlé à Thomas, Léa ou Hugo depuis presque 4 mois. Ce silence s'est brisé un mardi soir quand Léa s'est présentée à ma porte seule, comme elle le faisait à 17 ans quand elle avait besoin de parler de quelque chose qu'elle ne voulait pas que son père entende. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé, toujours debout sur le perron. Que papa et elle avaient planifié ça avant la lettre. « Demande à ton père », j'ai dit. « Et s'il ne veut pas te le dire franchement, demande le dossier à Maître Roche. Cela fait partie des archives du tribunal maintenant. Tu as tout à fait le droit de le voir. » Elle est revenue 3 jours plus tard avec Thomas et Hugo. Hugo a commencé, et il ne s'est pas assis avant de parler. « Je t'ai demandé si tu nous avais légalement adoptés. Je déteste t'avoir demandé ça. » Sa voix a craqué sur le dernier mot, comme quand il avait 7 ans et qu'il essayait de ne pas pleurer devant son frère. Thomas s'est excusé pour la lettre, simplement et brièvement, comme il l'a toujours fait. Léa n'a pas dit grand-chose. Elle s'est assise sur mon canapé et a pleuré, et je l'ai laissé faire car certaines choses n'ont pas besoin de commentaires. Ce qui est ressorti de cette soirée et des suivantes, c'est que Virginie leur avait raconté une version où c'était moi qui les avais éloignés d'elle. Cela n'a fonctionné que tant que personne n'a vérifié les faits.
Une fois que les documents de divulgation sont devenus publics dans l'affaire, cette histoire ne tenait plus debout, pas face à des enfants assez intelligents pour lire les conclusions du tribunal eux-mêmes. Virginie n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. Rien dans le plan lui-même n'enfreignait la loi. Les conséquences sont tombées sur Marc via le tribunal de la famille, pas sur elle. Mais sa relation avec les enfants n'a pas survécu à la vérité. Aux dernières nouvelles entendues par Léa, elle était partie s'installer dans le sud, vers Nice. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Le divorce a été finalisé il y a 4 mois. Marc et moi avons partagé ce qui restait d'un mariage qui avait passé ces dernières années à être discrètement démantelé par quelqu'un en qui j'avais une confiance totale. J'ai acheté une maison plus petite plus proche de Léa avec une chambre d'amis qui reste prête maintenant car Hugo passe plus souvent qu'avant, et Thomas amène sa fille les dimanches. Je n'ai pas récupéré mes 22 ans. J'ai récupéré 3 adultes qui ont choisi, après avoir vu la vérité par eux-mêmes, de revenir vers la femme qui les a réellement élevés. Je ne les ai jamais adoptés sur le papier. Je comprends maintenant que ce n'était jamais cela qui faisait de moi leur mère, et que ce n'était jamais cela qui pouvait me l'enlever non plus. Cette histoire nous plonge au cœur d'une trahison familiale particulièrement douloureuse où elle a pas du gain vient ternir des décennies de dévouement. Isabelle a consacré sa vie à des enfants qui n'étaient pas les siens biologiquement, prouvant que la maternité est avant tout un acte de présence et d'amour quotidien plutôt qu'une simple question de génétique. Le choc de voir ces mêmes enfants se retourner contre elle sous l'influence d'une mère biologique manipulatrice souligne à quel point les liens affectifs peuvent être fragiles lorsqu'ils sont confrontés à des mensonges bien orchestrés. Cependant, la force d'Isabelle réside dans sa résilience et son refus de se laisser dépouiller de ce qu'elle a bâti, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel. La leçon à tirer ici est double. D'une part, est l'importance de se protéger juridiquement et financièrement, même au sein des relations les plus proches, car la confiance ne doit pas empêcher la prudence. D'autre part, cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par refaire surface. Malgré les manigances de Marc et Virginie, ce sont les preuves tangibles et les actes passés qui ont fini par ouvrir les yeux des enfants. La vraie famille n'est pas celle qui partage le même sang, mais celle qui reste présente dans les moments de vulnérabilité. Isabelle a perdu un mari et une certaine illusion de la famille parfaite, mais elle a gagné une relation authentique et durable avec ses enfants, basée sur la vérité et le respect mutuel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le lien biologique puisse un jour justifier de mettre de côté la personne qui vous a réellement élevé ? Auriez-vous pu pardonner à Marc si vous étiez à la place d'Isabelle ? Dites-le moi dans les commentaires, j'y ai hâte de lire